Bonjour, je suis Soraya Compagnie, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. J'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde de la première journée des universités d'été du CNCPH. Cette table ronde a pour thème le retard d'accessibilité, à qui la faute? Voilà, un sujet qui va certainement représenter un débat passionnant. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Guéchy, qui est la déléguée ministérielle à l'accessibilité, Christine Lacombe, directrice de la régie immobilière de la ville de Paris, Benoît Chauvin, responsable du pôle technologie des transports et accessibilité du groupement des autorités responsables de transport, les GART, Fernando Pinto da Silva, qui, parmi ses multiples compétences, est aussi président de la commission d'accessibilité, conception universelle et numérique, et enfin Antoine Hope, membre de l'association des personnes de petite taille et aussi membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Avant tout, je vous remercie pour votre présence. Le sujet que nous avons aujourd'hui me fait penser à une enquête qui a été réalisée en 2001, une enquête européenne par Eurobaromètre, qui classait la France parmi les derniers pays en matière d'accessibilité. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous sommes un des premiers pays européens en matière de réglementation sur l'accessibilité, avec plusieurs lois, plus d'une centaine de textes réglementaires, auxquels s'ajoute un traité international que la France a transposé en droit français et plusieurs directives européennes. Donc nous avons un arsenal juridique conséquent et important. Dans le domaine de l'accessibilité, accessibilité au sens large. Quand je parle d'accessibilité, c'est tous les domaines. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi faut-il encore se poser la question pour dire pourquoi l'accessibilité n'avance pas? Pourtant, depuis, beaucoup ont été faits, beaucoup de travaux ont été menés en termes d'accessibilité, là aussi dans différents domaines, que ce soit le cadre bâti, que ce soit la communication, que ce soit la mobilité, etc. Mais pourquoi? Où est-ce que ça bloque et où est l'erreur? Pourquoi encore il y a des personnes en situation de handicap qui disent que l'accessibilité n'est pas toujours au rendez-vous? Alors, pour pouvoir échanger, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, juste le temps de ces débats, de laisser de côté la réglementation et se poser la question, tout simplement, en tant que personnalité responsable, en tant qu'expert dans votre domaine, pourquoi l'accessibilité a du retard? En tant que citoyen qui n'accepte pas que d'autres citoyens soient mis à l'écart des activités de la société parce que ces activités se trouvent dans un environnement dont l'organisation les met en situation de handicap. Alors, je m'adresse à Carole Guéchy, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Je sais que pour vous, ne pas parler de la réglementation, c'est pas chose facile puisque c'est l'essence même de votre mission. Mais vous avez une large expérience dans le domaine de l'accessibilité. Et là où vous êtes, à la délégation ministérielle à l'accessibilité, vous avez un regard national. Vous avez un regard transversal. Alors, comment vous voyez les choses? Pourquoi les choses n'avancent pas comme on l'espère, comme on le souhaite? Alors, merci de me donner la parole, Madame Compagnie. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en visio.
C'est un vrai débat, hein, absolument. Je dois dire que je suis maintenant dans l'accessibilité depuis plus de 8 ans. Auparavant à la SNCF et aujourd'hui à la délégation ministérielle. Et si j'ai souhaité passer de l'autre côté du miroir, c'était justement parce que je me posais déjà cette question à la SNCF. Je ne dirais pas que ça n'avance pas. Je dirais que ça n'avance pas assez vite. Et je pense que ce constat est vraiment partagé par nous tous. Quand on a à cœur vraiment de mettre en accessibilité, de travailler les textes sur l'accessibilité, et je ne vais pas citer effectivement toute la réglementation qui est énorme, qui est peut-être trop énorme aussi, c'est peut-être un défaut, en tout cas qui mérite aussi d'être une réglementation revue régulièrement, et je vous dirai pourquoi après. Mais pour revenir sur l'Access, je dirais bien que ça n'avance pas assez vite. Il y a des choses qui se font, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de partenaires qui sont extrêmement opérants et allants pour mettre en accessibilité. Mais je dirais qu'une politique publique ne peut pas se suffire à elle-même. Hélas, il faut qu'un ensemble d'acteurs soient des partenaires au quotidien. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a un manque de mobilisation, un manque de compréhension, peut-être sans doute même un manque de formation des partenaires économiques, quels qu'ils soient. Et après, je pourrais détailler en fonction du cadre bâti ou en fonction des transports, de l'espace public et de la voirie. Mais hélas, il y a voilà, beaucoup de distance encore, de méconnaissance du corpus législatif de la part des acteurs, d'interprétations parfois erronées ou qui font peur, à tort. Donc besoin de pédagogie toujours. Et puis, sur le fond, eh bien, une prise en compte par l'ensemble de la société de ces acteurs des besoins des personnes handicapées. Et là, hélas, dans notre pays, ce n'est pas quelque chose qui est natif des projets. C'est toujours une couche que l'on rajoute sur quelques projets que ce soit un projet de transport, que ce soit un projet de logement. On y pense, mais on n'y pense pas forcément de manière native. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Alors quand on dit que si l'accessibilité est prise en compte dès le départ de toute conception, in fine, l'accessibilité deviendrait très simple et utilisable par tout le monde et au service de tout le monde. Je retiens vraiment ce que vous avez dit, la formation et la compréhension de la société, la professionnalisme des professionnels. C'est aussi un sujet particulièrement important. Alors, si vous voulez, j'aimerais, à ce stade, interroger Christine Lacombe, qui, dans son domaine très pratico-pratique, c'est-à-dire dans le domaine du logement, est confrontée pratiquement tous les jours à ce sujet d'accessibilité. Vous êtes un des plus grands bailleurs sociaux de Paris. Vous avez un nombre important de logements sociaux. Vous avez des projets de construction, vous avez des constructions en cours, mais vous avez surtout et avant tout un parc social existant, conséquent et pour une grande partie très ancien. Dans le cadre des opérations de réhabilitation, dans le cadre des opérations de rénovation, et aussi dans le cadre des opérations d'adaptation de logements à la demande, puisque là aussi, c'est un élément auquel vous répondez régulièrement. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? On a parlé des professionnels, le rôle des professionnels, mais je suppose que dans votre domaine, il n'y a pas que les professionnels, le problème des professionnels. Il y a aussi la technique qui intervient. Alors, comment vous voyez et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés pour que tout votre parc social ne soit pas accessible? Je sais, et je rajoute,
je sais que vous avez aussi une population vieillissante, qui est aussi un élément à prendre en compte dans votre programmation. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà de m'avoir invitée. Alors je dis en préambule que je suis une nouvelle venue dans le logement social et donc encore dans mes rapports d'étonnement. Mais pour reprendre un peu ce que vous avez pu dire, Madame la déléguée interministérielle, je pense que la situation est largement insatisfaisante, mais on est quand même work in progress. Et à Paris, on a un peu un alignement des planètes assez favorable, même si les résultats ne sont largement insuffisants. Un alignement des planètes assez favorable parce qu'il y a un volontarisme politique du côté de la municipalité et des bailleurs sociaux impliqués et qui, contrairement à d'autres bailleurs sociaux d'autres régions de France où on a des moyens. On n'est pas riche à millions, mais on a plus de moyens que de certains offices HLM. Et la question des moyens financiers n'est pas anodine dans cette question de l'accessibilité. Alors, ce volontarisme politique, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la municipalité parisienne a choisi de ne pas appliquer la loi Elan et donc quand il y a des programmes neufs, l'accessibilité porte sur tous les logements construits. Excusez-moi, je vous coupe juste pour la précision, c'est que la loi Elan prévoit que 20% des logements sont accessibles, les autres adaptables, évolutifs, et que la loi Elan est applicable sur les permis de construire qui sont déposés à partir de cette année-là. Voilà. Et donc sur des programmes neufs. Ce qui prouve au passage que la réglementation, la législation, elle s'entend aussi comme un minimum. On peut aller plus loin. Donc il y a eu cette expression assez forte de ce volontarisme. Ce n'est pas la seule municipalité parisienne et les seuls bailleurs sociaux qui se sont engagés là-dedans, mais c'est à noter. Et on a eu aussi une sorte de contractualisation entre les bailleurs sociaux et la municipalité parisienne pour améliorer l'accessibilité du parc existant. Et les objectifs, qui étaient des objectifs qui nous conduisaient à l'année 2020, étaient d'avoir 40% du parc accessible et 3% des logements adaptés avant 2020. Alors, pour vous donner une idée, ce 40%, on l'a légèrement dépassé. On est grosso modo à 42% à la RIVP, mais on partait de 14% en 2012. Donc 40%, c'est encore largement insuffisant. Ça veut dire que la majorité des appartements restent non accessibles. Mais on a accompli en 8 ans de temps une augmentation assez majeure. Et l'autre élément qui est aussi très important dans le parc social, c'est qu'il y a un engagement des bailleurs sociaux à réserver 15%, c'est un peu technique, mais je vais vous expliquer, 15% des mutations, c'est-à-dire des changements d'appartement, des gens qui sont déjà locataires du parc social et qui changent d'appartement, que donc 15% de ces mutations internes soient réservées à des personnes qui sont en situation de handicap ou pour des questions de santé qui ont vraiment besoin de voir changer d'appartement, notamment pour pouvoir être dans un appartement accessible. Et donc pour vous donner aussi une idée sur la question des moyens, qui n'est pas anodine, nous, on consacre en moyenne par an 1,5 million sur la mise en accessibilité des parties communes et 3,2 millions sur la mise en accessibilité des parties privatives. Donc en fait, l'effort, il doit être accompli surtout sur les parties privatives. Alors tout ça, ça a l'air très bien, mais la situation est largement insatisfaisante. D'abord, parce que le chiffre est là. Même si on a 42% des logements accessibles, ça en fait tout de même 58 qui ne le sont pas. Parce qu'on est confronté à une demande très importante de logement social ou de changement de logement de la part de personnes qui sont en situation de handicap. On estime qu'il y a à peu près 10 000 demandeurs à Paris qui sont dans cette situation-là, 10 000 sur 25 000. Donc c'est vraiment très important. Et aussi, c'est ce que Soraya a dit, on est confronté à un vieillissement très important de la population. On a 40% des locataires qui ont plus de 40 ans et quasiment 15% qui ont plus de 75 ans. Et donc, on doit aussi, nous, bailleurs sociaux, s'adapter à cette longévité et à cette fin de vie qu'on espère heureuse et évidemment la plus longue possible, mais voilà, en essayant de
faire qu'elle se passe au domicile des personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on est cassé 42% et pourquoi on n'est pas meilleur? Alors je suis pas sûre d'aimer le titre de la table ronde, à qui la faute? Bon, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué enfin, ça serait super qu'il y ait une personne dont c'est la faute, ou une institution, mais c'est probablement plus complexe que ça. D'abord sur la production de neuf. Il y a eu cet engagement hyper fort à Paris de dire, nous, la loi Elan, on ne l'applique pas, tout logement neuf est accessible. Mais le logement neuf à Paris, dans la production, c'est mineur, ultra mineur. Et quand on produit du logement social à Paris, la plupart du temps, c'est de la réhabilitation du parc existant. Et ce parc existant, voilà, on le connaît, il est ancien et il y a une véritable contrainte technique, notamment, c'est basique, mais c'est pour installer des ascenseurs dans les vieux immeubles qui, pour certains, si un ascenseur doit être installé, c'est devoir renoncer à un grand nombre de logements. Et donc là, on est soumis à une espèce d'injonction contradictoire, moins logés et plus accessibles ou moins accessibles et des logements sauvegardés. Donc pour vous donner une idée, le parc de la RIVP, sa moyenne d'âge, c'est 50 ans, grosso modo. Donc la moitié du parc de la RIVP a plus de 50 ans. Donc c'est vraiment un vieux parc. L'autre difficulté qui est très forte aussi pour satisfaire les demandes des personnes, c'est qu'on a très peu de rotation dans le parc. À Paris, il y a moins de 4% des locataires qui s'en vont, qui quittent leur logement social une année donnée. Ce qui veut donc dire que on a cette rotation, elle devrait nous servir en théorie à pouvoir orienter un ménage qui cherche à être logé vers un logement accessible ou pouvoir le faire muter, et on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est beaucoup de volontarisme, honnêtement pas mal d'investissement, mais une situation largement insatisfaisante. Alors pour peut-être se dire que malgré tout, les choses se font, à un rythme trop long, mais elles se font. Moi, je peux vous mettre en perspective ce que je vois dans le logement social avec ce que j'ai vu dans l'hébergement. Juste avant d'être à la RIVP, j'étais directrice du SAMU social de Paris. Et là, je peux vous dire que l'accessibilité, c'est un total impensé. Total impensé. Parce que j'avais eu un passé professionnel qui m'avait permis de travailler sur les questions du handicap. Donc, assez benoîtement, quand j'étais directrice du SAMU social de Paris, j'avais interrogé l'administration de tutelle, les cabinets, pour savoir s'il y avait un suivi des ADAP, des accueils de jour, des centres d'hébergement. Et là, je crois que j'ai parlé chinois, en fait. Personne ne savait de quoi je parlais et en tout état de cause, c'était pas suivi. Et voilà. Et en tout cas, donc j'ai une insatisfaction en étant la RIVP parce qu'on n'a pas été assez loin, mais au moins la question, elle est là, elle est traitée. Et dans ce secteur de l'urgence sociale, elle n'est absolument pas traitée. Alors c'est pas le but de la table ronde, mais voilà, je tenais à dire que quand on travaille dans ce secteur-là, se dire que quelqu'un qui est en fauteuil, qui est SDF en fauteuil, a moins de chances d'accéder à l'hébergement que quelqu'un qui n'est pas en fauteuil, ça pose quand même un problème majeur. On est toujours dans l'incompréhension de la société. C'est toujours la question qu'on disait. C'est que la culture de la société n'est pas encore vraiment au rendez-vous par rapport à l'accessibilité. Et puis, juste un petit clin d'œil aussi, c'est que peut-être on ne construit pas assez de logements pour pouvoir... Voilà, ça c'est... 100 000 logements par an en déficit. Oui. Il manque 100 000 logements par an neuf. Si on pouvait construire davantage de logements, on pourrait répondre aux demandes en attente et on pourrait aussi remplacer les bâtiments très anciens qui ne peuvent pas être ou rénover ces bâtiments-là. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. C'est toujours la même question qui revient. Alors, je vais cette fois-ci interroger un autre intervenant, Benoît Chauvin, du GART. Vous nous direz ce qui fait le GART, quelle est la mission de GART,
Et puis, vous aussi, en fait, par rapport à là où vous êtes, vous avez un regard transversal et aussi un regard national. Et c'est peut-être ce qu'on se disait tout à l'heure, la mobilité, c'est là où l'accessibilité, au sens large, la vraie accessibilité, se présente dans tous les domaines. On n'est pas sectoriel, tel élément d'accessibilité, mais c'est l'accessibilité dans l'ensemble et très globalement est présente dans les différentes missions que vous menez. Alors, voilà, dites-nous d'abord ce que fait YART, et puis ensuite, où la faute à qui? Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais y répondre justement. La faute à qui? C'est une bonne question, je pense. Je vais ouvrir la parenthèse et puis je vais dire d'abord à nous tous. C'est d'abord à nous tous, à la société, et puis à l'effort de chacun de faire de l'inclusion ou pas. Voilà. Et je referme la parenthèse parce qu'on pourra en débattre longuement et je pense que on trouverait tous des justificatifs pour ne pas le faire, mais aussi des justificatifs pour justifier que l'on n'a peut-être pas tout fait, mais qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Donc voilà, ça c'est le débat philosophique, mais je pense qu'on n'est pas là pour ce point-là. Alors je vais rappeler le sujet du GART. Le GART, c'est une association d'élus. Il y a 48 élus dans le conseil d'administration. Nous avons 14 vice-présidents en charge de délégations thématiques. Et donc, Madame Patricia Arnold, qui malheureusement ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui, et que je représente aujourd'hui, est notre vice-présidente déléguée à l'accessibilité. Et puis, comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été aussi évoquées sur l'accessibilité, aujourd'hui, dans les débats de cet après-midi sur le numérique, nous faisons très attention et nous travaillons sur une des notions de la loi qui est la conception universelle. Et puisque nous travaillons sur le numérique, et donc j'ai monsieur Florian Maître, notre vice-président délégué à la mobilité digitale, qui accompagne les travaux que nous faisons au niveau de la normalisation pour intégrer justement cette conception universelle. Et d'ailleurs, la chargée de mission de la déléguée ministérielle accessibilité est membre d'un de mes groupes de travail de normalisation, qui est ce qu'on appelle le GT7. C'est des numéros, mais c'est l'information multimodale et de mobilité. Et ce qui importe sur tous les calculateurs, c'est qu'on prenne en compte l'accessibilité, les données d'accessibilité. Donc vous voyez, on embrasse très très large l'ensemble des actions. On a aussi la représentation de toutes les tailles des réseaux. Donc on a des AOM de moins de 100 000, les AOM entre 100 et 300 000. Donc là, on a 3 élus, 23 élus. 13 élus, 10 élus qui représentent les moins de 300 000, les plus de 300 000, 2 élus qui représentent les départements et 10 élus qui représentent les régions. Et donc là, avec ce panel de conseil d'administration, on arrive à avoir une vision des actions et du travail qui est fait et des orientations que l'ensemble des acteurs amènent pour faire évoluer les lois, les textes et aussi accompagner nos adhérents sur leur évolution et sur leur vision et sur comment eux, ils voient le déploiement de leur politique de transport. Ça, c'est très important. Libre administration des collectivités, c'est l'enjeu du GART, neutralité, de façon à englober l'ensemble des acteurs. Donc, sur le point des actions sur l'accessibilité dans les mobilités, je dirais que la première des choses, c'est qu'on part de loin. Voilà, ça c'est un sujet qui est clair, c'est qu'on part de loin. On a eu des villes qui ont été construites pour faire de la voiture, beaucoup de voitures. Le transport urbain est monté en puissance avec une des lois qui est juste à l'outil, je l'évoque juste, mais je ne veux pas rentrer dedans, mais qui a permis de reprogrammer les transports et remettre le transport urbain au milieu de la ville et de reconfigurer la ville, et ce qui a accompagné beaucoup de choses. Malgré tout, on se rend compte que la ville a été construite pour les voitures, et donc on a différents acteurs qui vont pouvoir nous le confirmer, mais ne serait-ce que les poteaux pour empêcher les voitures de stationner sur les parkings, sur les trottoirs, alors qu'on a des très beaux trottoirs, très larges, qui sont accessibles et qui vont permettre de choses. Mais d'un seul coup, vous avez un poteau et donc une personne malvoyante ou non-voyante va heurter dans ce poteau. Quelqu'un qui a un fauteuil ne va pas pouvoir passer. Donc, on a besoin maintenant de redéconstruire cette ville pour pouvoir permettre des cheminements et de l'aménagement du cheminement pour arriver à ces points d'arrêt, pour monter sur les transports. Et puis, on a quand même toutes ces complexités aussi des réseaux de transport vieux.
Le métro, il n'est pas d'aujourd'hui. Comment rendre d'un seul coup, mettre des ascenseurs dans des métros avec les obligations aussi de conserver les dimensions, l'architecture, etc. Donc dans les nouveaux métros, l'accessibilité est prise en compte puisque la conception universelle l'impose. Donc c'est bien pris en compte, l'accessibilité, l'ensemble. Donc on a ces points-là, et je dirais qu'il y a eu une accélération de la mise en accessibilité des réseaux de transport avec la révision qu'il y a eu en 2015 qui a permis de sortir, justement, comme vous l'avez évoqué à l'instant, les schémas d'accessibilité qui existaient déjà, mais qui ont été programmés avec les ADAP. Et là, ça a accéléré beaucoup de choses, puisqu'il y a les AO ont pu mettre en place les autorités organisées de mobilité. Pardon, j'utilise quelques acronymes, mais il ne faut pas hésiter à me reprendre. Ont permis justement de pouvoir planifier ce qui était possible de mettre en accessibilité et ce qui ne l'était pas, et de le mettre de côté pour le moment, et d'être sur la priorité pour pouvoir accélérer la mise en accessibilité. Un peu comme ce que l'on connaît en mathématiques, hein, la règle des 80-20, la règle de Pareto, qui dit tout ce qui est facile à le faire, on le fait. Et puis, on essaye de prioriser certaines choses parce que là, il y a besoin de le faire. Donc, on va mettre un volume d'argent et d'actions à réaliser pour pouvoir mettre en œuvre. Mais on aura toujours une partie qu'on ne sait pas faire parce que c'est compliqué et ça va prendre du temps. Ça, c'est l'étape où à peu près où on en est, parce que les schémas, en dehors du ferroviaire, mais Carole pourra nous le confirmer avec son passé ferroviaire, qui est sur des programmations plus longues, mais on était sur du 3 ans, 6 ans, pour la mise en accessibilité, ce qui a énormément accéléré avec les priorisations. Mais tout n'est pas fait, et c'est là où je pense qu'on a des enjeux majeurs avec le 4e appel à projet, où on voit dans les échanges que l'on a pu avoir, parce que nous avons audité les porteurs de projets au niveau du GARD, parce qu'on est un peu leur avocat au niveau du jury de ces appels à projets. Il y a 11 milliards qui va être mis sur la table par les collectivités en projet. Il y en a à peu près 900 millions qui vont être financés par l'État. Je pense que le plan relance peut aussi accompagner ces aides financières pour amener des évolutions. Mais on voit que dans ces projets, on a aussi les pôles d'échange multimodaux. Et c'est là où on a cette transversalité, puisqu'on a le cheminement, l'arrêt, les pôles d'échange multimodaux et les liaisons entre les différents modes de transport, modes de mobilité, et qui est importante, que l'on peut faire évoluer. Et donc, s'il y a beaucoup de pôles d'échange, on sait que ça va beaucoup faire travailler le cheminement. Et on va améliorer le cheminement. Il va y avoir aussi des projets qui vont être de façade à façade, ce qu'on appelle de façade à façade, c'est-à-dire qu'ils vont refaire les trottoirs, la voirie, l'aménagement, qui va simplifier aussi. Et le digital aussi qui a besoin d'amener, parce qu'il y a beaucoup de gros travail là-dessus, ne serait-ce que pour le guidage. On sait qu'on a des difficultés, on n'est pas très performant là-dessus. Au niveau de la normalisation, oui, on y travaille, parce que les guidages ne sont pas assez précis, et vous avez un guidage qui peut vous emmener une personne malvoyante au milieu de la rue, parce que le point d'arrêt est situé au milieu de la rue. Mais maintenant, lequel est le bon? Celui qui est à sa gauche, sur le trottoir de gauche, pour être dans le bon sens de transport, ou celui qui est sur le trottoir de droite? Comment il détermine le bon axe, etc. Voilà. Et donc, on a beaucoup de choses encore à faire. On y travaille beaucoup avec aussi ce qu'on appelle le MAS, qui est aussi un outil important du digital. Mais je pense que c'est un sujet qui sera abordé plus tard ou qui a déjà été abordé ou qui le sera dans les jours à venir. Donc, la faute au temps. La faute au temps, oui et non. Non. Oui et non. Oui et non. 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 La faute à l'ancien, puisque tout ce qui est vieux. De toute façon, Oui, c'est toujours plus compliqué. On peut le décorréler, mais si on prend l'exemple d'une maison, c'est toujours plus facile de construire une maison, je suis en train d'en construire une, que de rénover une ancienne. Voilà. Donc, c'est pas évident. Il y a la volonté des acteurs, il y a la volonté politique, il y a la volonté de ne pas exclure l'ensemble des citoyens, les citoyens en difficulté, pour pouvoir bien les intégrer dans la mobilité. Malgré tout, je prends en compte aussi le vieillissement le vieillissement de la population, les seniors, sur lequel, vous savez, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais ils ont peur de monter dans le transport parce qu'ils ont peur de tomber. Regardez-les, observez-les quand ils sont dans un transport, ils se lèvent à un arrêt pour anticiper l'arrêt suivant,
parce qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes en équilibre facile, etc., et à l'aise dans le transport. Donc il y a aussi une évolution là-dessus. Et ça, c'est pas, on pourra mettre tout l'argent qu'on veut, ça ne change rien. C'est est-ce que le conducteur est souple ou pas souple dans sa conduite de son véhicule, et est-ce qu'il a fait attention qu'il avait une personne, et peut-être qu'il est pris par la circulation autour, il n'a pas vu qu'il avait une personne vieillissante qui s'était levée, et qui risque d'être, ou une personne fragile qui est en train de se déplacer dans son bus, pendant le mouvement, voilà. Et ça, c'est des petits détails, mais à l'échelle des mobilités de toutes les personnes et de l'ensemble des citoyens, on peut faire beaucoup de choses, Oui. et c'est À compliqué. l'échelle individuelle aussi, pèse énormément le cas de la question de sécurité et l'accessibilité qui vont ensemble complètement. Merci à vous trois pour les explications que vous avez apportées, les précisions que vous avez apportées. Maintenant, je voudrais me retourner vers deux autres intervenants, Fernando Pinto da Silva et Antoine Aube, qui, en tant que membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées et en tant qu'usager, vous avez certainement, par rapport à ce que vous avez entendu, des réactions, des questions, des remarques, mais aussi, en tant qu'usager, vous avez certainement des suggestions, des propositions pour que les choses avancent mieux. Je ne dis pas que les choses n'avancent pas, évidemment, il y a eu beaucoup de progrès, mais il reste encore à faire. Et peut-être que vous avez des propositions, des suggestions. Sans vouloir dire la faute est à qui, mais comment peut-on avancer? Comment faire pour que l'accessibilité, encore une fois, qui est un tout, ça ne se limite pas à telle ou telle action, c'est dans l'ensemble et globalement, comment ça se passe et qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Fernando. Moi, je pense que quand une question est posée, il faut essayer d'y répondre. Et donc, si la question qui nous est posée, c'est la faute à qui, je pense qu'il faut qu'on ait le courage, dans cette enceinte, d'essayer d'y répondre. Si on ne le fait pas ici, je ne sais pas où ça se fera. Pour moi, la faute à qui, c'est déjà de faire un constat lucide qu'on partage tous. Ici, on est tous de bonne volonté, on travaille tous sur ces questions, donc on est déjà convaincus. Donc en fait, en réalité, les gens qui ne sont pas convaincus, ils ne sont pas dans cette enceinte, quelque part. Donc ça, déjà, c'est à poser sur la table. Donc la faute à qui? Je suis désolé de le dire très clairement, mais c'est la faute du courage politique. C'est de se dire que depuis que les lois d'orientation existent depuis 1975, vous n'allez quand même pas me dire qu'on n'aurait pas trouvé les moyens en 45 ans de régler un certain nombre de questions. Donc d'abord, un vrai manque de courage politique pour faire durablement avancer ces questions. Et ensuite, je vais quand même me mettre en porte-à-faux, là, pour la partie purement constat, sur des choses qui ont été dites. Pour beaucoup, je les partage, mais certaines, non. L'accessibilité a avancé dans un certain nombre de domaines, mais dans d'autres, elle a régressé. Elle a régressé. Pensez aux aménagements de nos gares. Pensez au fait qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap va avoir du mal par moment à trouver les bureaux d'assistance pour pouvoir se faire aider et pour pouvoir trouver son train. Je suis désolé, dans bon nombre des gares au niveau national, ça a régressé. Pensez à ce qui est en train de se faire actuellement à IDF Mobilité avec l'installation d'un câble à Créteil, dont on est en train de voir au travers des modèles d'implantation, notamment aux Pays-Bas, que les cabines qui sont en cours de déploiement ne permettent pas une giration convenable avec un fauteuil roulant. C'est en train de régresser, et là c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on est sur la mise en place d'un nouveau mode de transport qu'on est en train de mal concevoir dès le départ, et en assumant ça. Donc non, ne tombons pas non plus dans l'angélisme. Oui, certaines choses ont avancé, ça je suis d'accord, mais d'autres sont en train de régresser sous nos yeux, et c'est moi qui le dis, donc c'est vous dire. Et parti de là, attention, parce que nous avons une responsabilité collective si nous laissons les choses se faire sans se le dire très clairement. Et ensuite, moi je pense que pour un certain nombre de problèmes que nous avons évoqués, les transports, on a évoqué aussi d'autres questions plus larges, mais je pense aussi qu'il faut qu'à un moment donné, on ait ce courage de se dire... pendant 45 ans, on a eu un empilement d'un certain nombre de lois, de réglementations. On ne va pas revenir là-dessus, Soraya. On est d'accord. Il y a un certain nombre de choses qui existent et qui sont plutôt écrites pour encourager. Mais Carole l'a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne s'y retrouvent pas, ne vont pas nécessairement les consulter, on ne sait plus quoi faire. Eh bien, ayons le courage
ayons le courage de mettre en place des sanctions pour sanctionner quelque chose. C'est-à-dire, quand on a des réglementations qu'elles ne sont pas appliquées, il faut constater qu'elles ne sont pas appliquées et donc il faut sanctionner ce défaut d'accessibilité. Sans quoi, je nous donne rendez-vous dans 45 ans, donc prenez date dans vos agendas, pour les 47e universités d'été du CNCPH, et il est fort probable que dans 45 ans, on se dise « Ah ben tiens, finalement, c'est comme en 1975, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. » Donc là, réellement, je pense qu'il faut avoir ce courage-là et de se dire aussi que à qui la faute, c'est peut-être aussi cette lucidité que de se dire « Bon, on a eu un temps de concertation, on a eu un temps d'écriture, on sait comment aller vers ça, maintenant il va falloir le sanctionner convenablement. » Merci beaucoup. Merci. Bon, peut-être Une réaction. peut-être une réaction, mais peut-être que Benoît pourra aussi rebondir sur ces sujets. Moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Bon, on a fait la part entre l'existant et le neuf. Et là, vous évoquez notamment des rénovations de gares ou des nouveaux moyens de transport complètement nouveaux. C'est-à-dire, quand on parle d'un téléphérique urbain, on est vraiment dans l'innovation. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et je le dis, c'est que les associations et les représentants des personnes en situation de handicap et les personnes âgées, parce que là, je mets les deux ensemble, c'est-à-dire les PMR au sens large. Aujourd'hui, sur des moyens de transport neufs ou sur des rénovations massives de gares, ne sont pas associés au démarrage des projets. On est toujours mis, et je dis on parce que c'est aussi mon cas parfois, on se retrouve mis devant le fait accompli de projets qui sont ficelés. Le projet étant ficelé, avec un cahier des charges sorti, bouclé et éventuellement un fabricant retenu, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc moi, je constate, et je le constate sur le câble notamment, je le regrette, et je peux le dire aujourd'hui, je regrette que l'ensemble des représentants, il y a suffisamment d'associations, et vraiment, le CNCPH, il y en a plus d'une soixantaine, il y a suffisamment d'associations à consulter, les opérateurs choisissent qui ils veulent, mais qu'on leur propose des beaux slides, un beau PowerPoint, une fois que le projet est ficelé, qu'on leur dise, voilà, ce sera comme ça, et félicitez-nous, eh bien, je suis désolée, ça ne fonctionnera jamais. On est encore dans cet état de fait. C'est quelque chose que je ne peux que regretter. Très bien, merci beaucoup. Une autre réaction, celui de Antoine Aube. Oui, alors moi j'aimerais partir d'un autre constat, c'est que globalement l'accessibilité, on en parle toujours en termes de besoins pour les personnes en situation de handicap, mais on n'a jamais parlé de leurs droits. C'est-à-dire que dans l'espace public, globalement, j'ai l'impression que ma citoyenneté, elle est bafouée là où je vais. Dès que je monte dans un train, dès que j'utilise les sanitaires publics, dès que je vois des escaliers. On n'a jamais considéré que tous les droits de chaque être humain doivent être égaux pour circuler partout dans notre pays. Et je crois que le problème, il devrait être là. C'est déjà, les lois, elles existent depuis bien longtemps. La simple application de celle-ci, en fait, suffirait quasiment à résoudre la majorité des problèmes. Seulement, à qui la faute ? La faute à ceux qui considèrent les personnes en situation de handicap comme des citoyens de seconde zone, comme des gens à soigner, comme des gens dont il faut s'occuper. Et on n'a jamais demandé à ces citoyens-là quelle serait leur place dans leur société. On n'a jamais demandé à ces citoyens-là qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent accéder finalement un petit peu partout. Tous ces projets se sont faits quasiment sans nous, la plupart du temps. Ça, c'est une certitude. Et je crois que si on partait sur la question des droits, ça voudrait dire que, comme disait Fernando, que ça devrait être punissable. Et je pense que si les sanctions existaient vraiment, les projets avanceraient bien plus vite et seraient effectifs bien plus tôt. Voilà, je pense que c'est vraiment, pour moi, le sujet de société, c'est au-delà de la place des personnes en situation de handicap dans notre société, c'est l'égalité pure et simple de tout le monde. L'égalité de tout le monde, les sanctions, la compréhension des autres, ça c'est important aussi. Et le langage aussi. J'entends souvent dire l'accessibilité, c'est un effort. Un effort.
un effort pour moi, pour que je puisse circuler un petit peu partout. Ça me fait pas spécialement plaisir, en fait. Non. J'aimerais mieux qu'on parle plutôt d'égalité pour que je puisse circuler en toute liberté, en fait, plutôt que de me dire et d'entendre les politiciens dire que ça doit être un effort. Décision politique. Oui. Je pense qu'on ne conçoit pas la société quand on parle des problèmes de sécurité en se demandant si on va faire un effort pour gérer la sécurité des transports, des logements. La question ne se pose pas. Et d'ailleurs, quand on enseigne la sécurité, je pense aussi bien au niveau du bâti que du numérique, notamment, pour faire un parallèle aussi. C'est quelque chose qui s'enseigne, en fait, et ça pose aucune espèce de problème. L'accessibilité, je rejoins absolument ce que vient de dire Anthony, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'optionnel encore. Et encore une fois, je cible pas les gens qui sont autour de la table, ce sont des gens qui sont convaincus, sinon ils ne seraient pas là pour en discuter avec nous. Je parle véritablement de ceux pour qui ça passe à 10 000 mètres au-dessus, en fait. Et donc, à un moment donné, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut rendre ça opposable. Il faut aussi considérer qu'on est en train de parler de 20% des Français. Donc, on est en train de parler d'une personne sur 5 qui a besoin de ça. C'est pas juste une frange totalement négligeable de la population. Ce sont des gens qui votent, qui s'expriment, qui participent à la politique citoyenne. Donc, pour aller dans le sens de ce que disait Anthony, ne pas concevoir un monde qui soit nativement accessible et penser à ces concepts de conception universelle, c'est aussi nier notre citoyenneté, en fait. C'est aussi nier ce que nous sommes. Et encore une fois, les gens qui sont autour de cette table, a priori, ils pensent déjà un peu, sinon ils ne seraient pas là. Mais la vraie question, c'est plutôt de se dire comment aujourd'hui, en 2020, on en est encore à avoir un certain nombre de structures qui, comme le disait très justement Carole, notamment autour de ce projet de câble là qui nous irrite beaucoup au CNCPH, on peut aujourd'hui décemment venir avec un super transport en disant regardez comment on est en train d'innover, on a même pensé à vous, hein. Et en fait, non, pas du tout. On n'a pas pensé à nous, et d'ailleurs, on n'a même pas pensé avec nous. Et donc ça, penser ça aujourd'hui, c'est insupportable en réalité. Oui. C'est une remarque parce que je trouve que derrière tout ça, c'est beaucoup les sciences de l'ingénieur, en tout cas hein, sur les transports. Et dans une très très vieille vie, j'ai été ingénieur moi-même et je pense que cette question de l'accessibilité, cette conception, cette idée d'innover, d'inventer pour des personnes et ces personnes dans leur diversité. Je suis pas sûre que ça fasse partie du cœur de la science, des sciences de l'ingénieur. Quand vous dites que vous n'avez pas été consulté pour ce projet de transport, je suis pas bien sûre que l'usager tout court ait été intégré. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que Je je comprends pense complètement, et il y a je des pense que techniques vous avez raison. déshumanisées de façon générale. En fait, La toute petite différence, juste si je peux rebondir, et pour expliciter le propos de Carole Guéchy tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas été consulté. Par contre, derrière, pour faire semblant de lancer une concertation et de donner le sentiment qu'à un moment donné, les gens concernés ont été concertés, on va du coup envoyer un certain nombre de présentations pour demander un aval qu'on sollicite en bout de chaîne. Et ça, c'est en ce sens, tout à l'heure j'ai dit insupportable, mais je peux le reformuler autrement, c'est inadmissible en fait. C'est-à-dire que si les gens ont le sentiment de pouvoir faire fi de ce que nous sommes et de nier ce qu'on est en lançant des projets comme ça et en niant une fois de plus l'accessibilité, alors d'une part ça ne prend pas en compte évidemment, et d'autre part c'est quand même en réalité dire de nous qu'on n'a pas notre mot à dire. Mais après, ça, pour retourner ce que vous venez de dire et ce à quoi je souscris assez, c'est qu'on n'enseigne pas suffisamment tôt dans un certain nombre de cursus, que ce soit d'ailleurs sur le numérique ou sur le bâti ou sur les transports, les problématiques liées à l'accessibilité. Ça, je vous rejoins complètement. c'est le vrai. Oui. Oui, Allez-y. non, mais je suis entièrement d'accord. La notion de la conception universelle dans le métier de l'ingénierie, c'est vrai que c'est trop technique et c'est vrai que il y a ce manque de formation justement à l'intégration de la conception universelle, donc de l'accessibilité, mais pas que l'accessibilité. Il y a beaucoup de choses qui est transversale quand on innove, quand on fait des nouveaux produits.
à toute école. Hein. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais Oui, c'est pareil pour les architectes. Voilà, pour les architectes, je crois que c'est une Pour les web demi-journée la designers, formation pour un Et architecte, encore. une demi-journée Absolument. sur ces 5 années d'études. Oui. Donc c'est vrai que c'est des choses qui fait que finalement ça rentre pas dans l'intelligence collective pour que ce soit pris en compte et pour qu'à chaque fois qu'il y a de l'évolution, de l'innovation et de nouveaux projets, il y ait bien pour tous les acteurs une vision transversale qui soit prise en compte pour associer le plus possible de gens et éviter les écueils comme celui-ci. On a beaucoup travaillé au GART à l'émergence du téléphérique. Hein. On a travaillé avec beaucoup de villes, dont le projet de Créteil que je connais bien, et celui de Brest, celui de Grenoble, de l'île de la Réunion, d'Ajaccio qui va venir, Toulouse qui va s'ouvrir là, juste après les RNTP. Et donc, on sait que on fait des écueils, il y a des écueils sur beaucoup de choses, et que malgré tout, on reprend, comme vous avez dit, la formation actuelle. Même les nouveaux ingénieurs qui vont arriver derrière, je ne suis pas sûr qu'ils auront intégré toute la vision transversale nécessaire, que quand ils font un projet, ils embrayent bien la réflexion pour emmener tous les acteurs qui vont être concernés par le produit qui sera innovant et inventé. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons au terme de cette table ronde. La formation, la concertation, la consultation et puis la volonté politique, ce qui sort quand même de nos débats. Merci encore une fois. Et je vous donne rendez-vous pour les universités d'été qui vont continuer dès demain matin. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.